Merci beaucoup Jean-Marie, c'est un honneur d'être ici pour vous présenter le travail qui est fait à Bordeaux depuis maintenant 2006. Avant de commencer, j'en profite pour remercier d'avance les différents financements qui nous supportent depuis 2006, que ce soit l'Europe, la région Aquitaine particulièrement, sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose, et l'ANR de manière plus ou moins épisodique. Moi, je vais vous parler d'une source d'énergie qui est différente, qu'on appelle les biopiles enzymatiques. Alors, ce sont des sources d'énergie de faible voltage, de faible puissance, et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le corps humain comme sa propre source d'énergie. Donc, quelle est la définition de cette biopile? Ce sera un système qui va transformer l'énergie chimique en énergie électrique, ou par l'intermédiaire d'enzymes, ou par l'intermédiaire de micro-organismes. Alors ce que l'on fait nous au CRPP, c'est qu'on utilise des enzymes tout simplement parce qu'on ne peut pas implanter dans le corps humain des organismes qui sont vivants, à l'inverse des enzymes qui, elles, sont inactives. Et donc l'objectif, ça va être de pouvoir utiliser le glucose et l'oxygène sanguin et de le transformer en énergie électrique. Donc cette idée, elle n'est pas neuve en fait, elle est réellement apparue dans les années 1970. On voit ici donc ce schéma qui résume un peu l'histoire des biopiles. Donc en 1970, deux chercheurs ont essayé d'implanter des électrodes dans des moutons et dans des chiens avec l'espoir de pouvoir transformer l'oxygène et le glucose compris dans ces animaux et d'en faire une source d'énergie. Le problème, c'est que ça n'a pas marché, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes donc, de biocompatibilité et à ce stade, enfin, dans les années 70, les puissances qui étaient obtenues étaient uniquement de l'ordre de quelques picowatts. Donc à la cathode, c'était des électrodes en platine qui étaient utilisées, et à l'anode, des électrodes en carbone. Donc ils essayaient d'oxyder le glucose à l'anode et de pouvoir réduire l'oxygène en eau sur ces électrodes en platine. Donc au-delà du problème de passivation de ces électrodes de platine, il fallait aussi utiliser une membrane pour pouvoir séparer l'anode de la cathode, ce qui rendait le système beaucoup plus imposant et donc ce qui ne facilitait pas l'implantation. Il y a eu aussi une tentative d'élaboration d'une biopile. Alors quand je parle de biopile, c'est que réellement on va utiliser une enzyme qu'on va immobiliser sur une surface d'électrode afin de rendre cette pile sélective. Bon, je l'expliquerai juste après. Et donc là aussi, ce japonais voulait utiliser le glucose et l'oxygène sanguin pour pouvoir alimenter un pacemaker. Donc, il a échoué puisque les densités de puissance n'étaient que de l'ordre de quelques picowatts et le système ne fonctionnait que pendant 2 heures. Et vous voyez là, il y a un gap de presque 40 ans jusqu'à ce que dans les années 2000, il y a eu donc des progrès qui ont été suffisants, qui ont été faits en fait sur les matériaux d'électrode, sur les enzymes, sur le design de cette pile. Et on a vu fleurir dans les années 2000 donc, différentes implantations de biopiles dans des systèmes qui contiennent du glucose et de l'oxygène, que ce soit du raisin ou différents invertébrés. Et depuis maintenant 1 an, on voit les premiers tests humains où on peut imaginer qu'un jour, on va pouvoir utiliser le glucose et l'oxygène sanguin pour pouvoir alimenter des systèmes médicaux. Donc quel est le contexte général de ces biopiles ou qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait développer des systèmes médicaux qui sont totalement autonomes. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir un capteur qui va mesurer le besoin d'une drogue et qui, par une boucle de rétroaction, va envoyer un autre signal et la drogue sera délivrée à la demande. Alors ça peut être par exemple pour l'analyse du lactate, de la bilirubine, du glutamate, de la créatinine, et beaucoup de personnes se focalisent sur l'étude du glucose. Donc on va mesurer la glycémie du patient et en fonction de la glycémie, on va envoyer un signal à une pompe à insuline qui va délivrer l'insuline à la demande, permettant ainsi donc au patient d'être totalement autonome et permettant aussi d'éviter les sous-dosages et les surdosages de drogue. Et un des points limitants de l'élaboration de ces systèmes médicaux implantés, c'est la batterie. C'est la batterie de par sa taille, de par sa puissance, de par sa longévité et de par son coût, puisque le coût de ces systèmes médicaux implantés augmente de manière exponentielle avec la taille de la batterie. On voit ici par exemple une batterie d'un pacemaker, on voit bien que la batterie prend presque plus de la moitié de sa taille. Donc si je reviens à l'exemple du glucose,
Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut mesurer la glycémie avec une languette typique. Vous allez avoir une enzyme, la glucose oxydase, de manière courante, qui va oxyder le glucose. Et par coulométrie, on va mesurer la charge pendant un certain nombre de minutes, qui sera proportionnelle donc à la concentration en glucose. Donc ça va vous donner la glycémie du patient, qui par la suite s'injectera l'insuline en fonction de cette glycémie. On voit maintenant apparaître les systèmes médicaux qui sont implantés. Donc là, vous avez ici un capteur à glucose qui est implanté sous la peau. Vous avez la batterie ici qui se clip sur la peau, ici, qui va alimenter les capteurs à glucose et qui va transmettre l'information à un émetteur qui va donner les valeurs de la glycémie. Donc là encore, le patient va s'injecter l'insuline en fonction donc des différentes alarmes qui seront fournies. Et l'objectif de la biopile, c'est de pouvoir donc remplacer cette pile ici, qui est souvent une petite pile lithium ou zinc R, et de pouvoir implanter sous la peau à la fois le capteur à glucose, mais aussi sa source d'énergie. Pour avoir importé sur le bras de ces capteurs ici, ce capteur il pèse 150 grammes, et en fait c'est pas agréable parce qu'en fait ça tire sur la peau, et c'est vrai que ça fait assez mal. D'où l'intérêt de pouvoir développer cette biopile qui va donc sera elle aussi miniature implantée sous la peau. Et de manière ultime, évidemment, on peut imaginer donc d'un côté du patient un capteur à glucose qui serait alimenté par une biopile, de l'autre côté une pompe à insuline qui serait elle aussi alimentée par une biopile, et par une boucle de rétroaction, on aura donc une injection de l'insuline lorsque le patient en aura besoin de manière totalement autonome. Donc c'est l'objectif de ce travail qu'on fait à Bordeaux, c'est de pouvoir développer ces piles biologiques qui vont utiliser le glucose et l'oxygène sanguin. Alors, certains collègues pensent qu'on pourrait voir une application autre pour ces biopiles, autre que pour les pompes à insuline, telles que donc, pour alimenter des pacemakers, pour alimenter des appareils auditifs, pour alimenter donc, des électrodes qui seraient donc, dans le cerveau, pour les maladies d'Alzheimer. Personnellement, je pense que ce sont des applications qui sont totalement utopiques. Tout simplement parce que, à mon avis, les biopiles, ce sont réellement des systèmes de faible voltage, de faible puissance, et qui seront de manière... Et c'est inhérent, il y a quelque chose qui est inhérent à ce système, c'est que leur durée de vie sera faible, de quelques mois, voire au mieux une année, mais en aucun cas on ne pourra rentrer en concurrence avec les piles qui sont utilisées pour les pacemakers. Juste pour vous... situer un peu l'ordre de puissance qu'on peut obtenir avec ces types de biopiles. Donc ça, c'est un schéma qui est de 2006. Donc, comme vous le voyez, les puissances des biopiles ici, jamais on ne pourra concurrencer, que ce soit les piles à combustible, les différentes batteries, les piles solaires. Mais il existe une niche d'application pour des faibles puissances, qui est ici, pour pouvoir alimenter donc des capteurs implantés. Et donc là, c'est ce que l'auteur appelait le gap de crédibilité, c'est qu'a priori, on pense que les biopiles auront un intérêt commercial si on arrive à au moins obtenir quelques milliwatts. Et on peut maintenant obtenir quelques milliwatts dans le cas de certaines biopiles. Alors pour fixer les idées quand même, c'est pour comparer les densités de courant entre les piles à combustible typiques, hydrogène-oxygène ou méthanol-oxygène, avec les biopiles enzymatiques. Les densités de puissance seront beaucoup plus faibles, ainsi que les durées de vie. Par contre, on a l'avantage de pouvoir fonctionner à pH 7 à température ambiante. À l'inverse des piles à combustible, batteries ou autres, il n'y a pas besoin de membrane pour séparer la partie anodique et cathodique. Ça, je vous l'expliquerai juste après. Ce qui permet de miniaturiser donc, le système et éventuellement pouvoir le produire à coût très faible. Donc, est-ce que c'est utopique ou pas ce système, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu farfelu qu'on veut développer dans les laboratoires de recherche? Si on regarde un peu l'historique de quelques succès de piles à combustible, il y a toujours eu une application, un besoin et un boost derrière. Si on prend par exemple dans les années 1900, vous avez donc les mineurs qui avaient besoin de lampes pour pouvoir aller dans les galeries. Donc ce besoin, c'était donc les lampes torches, donc avec le développement donc, des piles de Clanché. Et le booster, ça a été des applications militaires. Dans les années 95, donc, vous avez donc, le besoin d'alimenter des ordinateurs portables. Et l'application donc, de ces batteries lithium ont été boostées par l'électronique. Et de la même manière, en 2008, on a vu apparaître les premiers capteurs médicaux implantés, mais cette batterie n'existe pas encore.
Donc on sait que le besoin existe, mais la technologie n'est pas encore mature pour qu'elle puisse être commerciale. Et le booster, ce seront beaucoup des applications militaires pour le tracking. Et depuis récemment, depuis que le Japon a obtenu les Jeux olympiques en 2020, il y a un gros engouement au Japon pour développer des biopiles qui seraient sur la peau. C'est-à-dire qu'on peut faire des biopiles de glucose-oxygène qui soient implantés dans le corps humain, mais on peut aussi utiliser d'autres milieux tels que l'urine, la salive, les larmes et surtout la transpiration. Donc au Japon, ils veulent mettre plus ou moins au point des systèmes qui vont pouvoir suivre la tête du futur. C'est-à-dire que vous aurez votre biopile qui sera collé sur la peau et en analysant le lactate ou le glucose, on connaîtra l'état physiologique du sportif et essayer de comprendre s'il est fatigué ou il n'est pas fatigué. Donc ça, c'est un des gros boosts en tout cas au Japon. Et Sony a investi beaucoup d'argent pour cette application précise de la tête du futur. Alors pourquoi enzymatique? Alors une enzyme, c'est une protéine qu'on voit ici. C'est l'exemple d'une enzyme qui est composée de différents acides aminés. Et la particularité d'une enzyme, c'est qu'elle est sélective. C'est-à-dire que si vous prenez une enzyme, vous l'immobilisez sur une électrode, vous la plongez dans un milieu qui contient différents substrats, tels que le glucose ou le galactose, elle ne va oxyder qu'un seul substrat. Si vous prenez la glucose oxydase, vous la plongez dans un milieu qui contient du glucose, du saccharose, elle n'oxydera que le glucose. Donc ça apporte la sélectivité à notre système. Et c'est ce qui manquait dans les années 70, où lorsqu'ils ont implanté leurs électrodes dans le chien, ils oxydaient tout ce qu'il y avait dans le milieu humain. Donc le glucose, le saccharose, le fructose, mais aussi d'autres analytes que l'on peut trouver, tels que l'urate ou l'acide ascorbique. Donc le deuxième avantage des enzymes, c'est l'activité. Elles sont très très actives, donc elles vont pouvoir générer beaucoup d'électrons lorsqu'elles vont oxyder ou réduire ce substrat. Par contre, c'est le point négatif de ces enzymes, c'est qu'elles sont peu stables. C'est aussi la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on puisse développer jamais de biopile qui soit stable pendant une année, puisque de manière intrinsèque, une enzyme va se dénaturer dans le temps. D'où donc ce que j'ai dit en introduction, c'est que réellement pour moi, une biopile, c'est un système de faible voltage, faible puissance qui va fonctionner donc, pendant uniquement quelques mois. Même si c'est vrai que par génie enzymatique, on peut essayer d'améliorer la stabilité donc, de ce type de molécules. Alors si on vient au système qu'on développe à Bordeaux, donc c'est une pile, vous avez deux électrodes, une anode, une cathode. Donc à l'anode, on va oxyder le glucose qui viendrait donc du sang. Pour pouvoir avoir cette sélectivité, on va utiliser une glucose oxydase, donc qui ne va oxyder que le glucose sanguin. Et pour pouvoir connecter de manière efficace cette enzyme à la surface de l'anode, on va utiliser un médiateur redox, comme tout à l'heure parlait le professeur Tarascon, qui va donc jouer le rôle de navire d'électrons entre l'enzyme et l'électrode. On voit ici en violet le centre redox d'enzyme. En fait, il est enfoui à l'intérieur d'une gangue protéique. Et afin de pouvoir justement avoir accès à ces électrons, on est obligé d'utiliser ce médiateur redox. Même si, dans la littérature, on voit aussi des collègues qui essaient de s'affranchir de cette présence de médiateur et ils essaient de connecter de manière directe l'enzyme à la surface des électrodes. Donc de cette manière, on peut limiter les surtensions. Par contre, lorsque vous allez immobiliser une monocouche d'enzyme à la surface des électrodes, forcément, votre système sera limité en densité de courant, puisqu'il n'y aura qu'une monocouche d'enzyme qui est immobilisée. À l'inverse de ce système où lorsqu'on va utiliser un médiateur, on va pouvoir donc immobiliser des multicouches d'enzymes et par conséquent exalter le courant. Donc voilà, oxydation de glucose à l'anode. À la cathode, on va réduire l'oxygène. Pareil, l'oxygène qui viendrait du sang ou des tissus du corps humain. On utilise une enzyme. Dans ce cas-là, c'est une enzyme qui est à base de cuivre, qui s'appelle la bilirubine oxydase, qui réduit l'oxygène en eau. De la même manière, afin de la connecter de manière efficace à la cathode, on va utiliser un deuxième médiateur redox qui va lui transférer les électrons de la cathode vers cette enzyme. Donc vous avez là les deux demi-équations qu'on peut récupérer à l'anode et à la cathode. Et si vous fermez le circuit, donc vous rajoutez une résistance, les électrons vont aller donc de l'oxydation du glucose vers la réduction de l'oxygène. Donc, par conséquent, vous avez donc un voltage, vous avez un courant et une puissance. Donc, à partir de glucose et d'oxygène,
on peut récupérer donc, un certain voltage. Vous pouvez noter une chose intéressante dans ce système, c'est comme je vous l'avais dit, c'est qu'il n'y a pas de membrane qui permet de séparer, qui doivent séparer l'anode et la cathode. Le glucose peut diffuser librement dans la partie cathodique et ne réagira ni à la cathode, ni sur le médiateur, ni avec l'enzyme. De la même manière, l'oxygène peut diffuser librement dans la partie anodique et ne réagira avec aucun de ces ingrédients. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir miniaturiser au maximum ce système de piles. Et comme vous pouvez aussi le voir, c'est qu'il y a 6 transferts électroniques. Vous en avez 3 à l'anode et 3 à la cathode. Et chacun de ces systèmes, de ces transferts électroniques, va devoir être optimisé afin de minimiser les pertes cinétiques. Alors ça se fera par le choix des enzymes, par le choix de ces médiateurs redox et aussi par un gros travail d'ingénierie sur les électrodes. Donc, si on regarde un peu plus près la partie thermodynamique, imaginons que l'on plante 2 électrodes dans le corps humain et si on pouvait oxyder le glucose et réduire l'oxygène à leur potentiel thermodynamique, on pourrait récupérer une pile avec 1,2 volts. Donc, si on fait ça, ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de sélectivité. Donc on va certes réduire l'oxygène qui est dans le corps humain, mais on va aussi réduire tout un tas d'autres substrats, de la même manière pour le glucose. Donc on introduit une enzyme qui va apporter cette sélectivité. On va uniquement réduire l'oxygène lorsque l'électrode sera modifiée par une couche de bilirubinoxydase et uniquement le glucose lorsque cette électrode sera modifiée par une couche de glucose oxydase. Et vous voyez que déjà, on passe de presque 1,2 volts à un potentiel optimum de 0,7 volts. Le problème, c'est que, comme je le dis, cette connexion directe est particulièrement difficile et peu efficace. Donc on va rajouter cette navette d'électrons. Un navet d'électrons, donc ce sont des polymères à base d'osmium, dont je parlerai juste après, qui vont permettre de jouer le rôle de médiateur redox, et on va passer cette fois-ci à 0,5 volts. C'est la raison pour laquelle je dis qu'intrinsèquement, ces piles, ce seront des piles de faible voltage, tout simplement parce qu'on a des pertes cinétiques qui sont dues donc, à l'utilisation des enzymes et des médiateurs. Donc à nous de minimiser ces pertes cinétiques en jouant sur les enzymes, mais en jouant aussi sur les médiateurs redox. Alors là, ce que je dis 0,5 volts, c'est la puissance optimum, évidemment, au courant le plus important. Alors une difficulté que l'on rencontre dans le cas de la bioélectrochimie, c'est qu'une enzyme c'est totalement aléatoire de prédire son comportement une fois qu'elle a été mobilisée. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de génie génétique, enzymatique, d'une enzyme qui est en solution pour la rendre beaucoup plus active, beaucoup plus sélective, beaucoup plus stable, mais dans 99% des cas, une fois qu'elle a été immobilisée, ses propriétés seront modifiées. Ce qui en fait la difficulté, en tout cas, de cette discipline. Et jusqu'à présent, de manière... les biopiles étaient faites de manière assez empirique. On va acheter des enzymes commerciales chez Sigma ou autre, on achète des électrodes commerciales, on achète des navets d'électrons, des médiateurs qui sont commerciaux, et on essaie d'assembler le tout, et puis on voit ce qu'on peut obtenir. Donc l'approche que nous on fait à Bordeaux, c'est qu'on essaie justement d'avoir une approche qui est un peu plus rationnelle, c'est qu'on est une équipe de physico-chimie, pour autant on fait nos propres enzymes, donc on a une activité de génie enzymatique, on fait nos propres matériaux, donc on a une activité de chimie des matériaux et de chimie des polymères pour pouvoir faire nos propres médiateurs redox. Et c'est justement cette combinaison de ces 3 expertises qui, espérons-le, nous permettra d'obtenir donc des biopiles beaucoup plus performantes. Alors je vais vous parler aujourd'hui uniquement, donc voilà, c'est pour ça que l'activité qu'on a dans notre équipe, donc génie enzymatique, génie des polymères, un gros travail sur la surface spécifique des électrodes, puisque si on veut augmenter la densité de puissance, tout en maintenant une surface géométrique la plus petite possible, puisqu'on va implanter dans le corps humain, donc on essaie d'élaborer différentes structures poreuses, et on en est maintenant aux implantations donc, dans les souris, et l'utilisation de sang humain pour essayer de valider l'utilisation des biopiles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais par transparence, on voit ici qu'il y a une biopile qui est dans le dos d'une souris qui fait environ 2 cm. Donc je vais revenir à ce slide, juste pour vous montrer ce qui a été fait un peu dans la littérature. Donc ça, c'est un travail que j'avais fait aux États-Unis, en fait.
L'objectif, c'était simplement de montrer que quel que soit le milieu qui contient du glucose et de l'oxygène, on peut en extraire une puissance. Dans ce cas, on pouvait récupérer 2,4 microwatts lorsqu'une biopile, là vous avez l'anode et la cathode, elle était implantée dans un grain de raisin. On a pu aussi suivre la photosynthèse. Là aussi, vous avez une biopile qui est implantée dans un cactus. Donc, lors de la photosynthèse, on transforme le CO2 en oxygène, et on va générer du glucose et de l'oxygène. On avait réussi à utiliser ce glucose et l'oxygène généré lors de la photosynthèse pour aussi alimenter une petite LED. Ça, ce sont les chercheurs japonais qui ont mis en série 2 oranges et 2 pommes pour alimenter une LED. Bon, là, ce sont des piles fructose-oxygène et pas glucose-oxygène. Donc pareil, faible puissance, faible voltage, donc on est obligé de mettre en série et parallèle différentes piles. Et ça, c'est Sony qui travaille beaucoup sur ces biopiles glucose-oxygène. Donc là, ils avaient pu générer 50 mW pour alimenter un MP3. Et par contre, là, vous voyez que la pile a fait presque 20 cm. Donc on est bien loin du système miniaturisé qui peut être implantable. Pour autant, la puissance est quand même assez conséquente. Là aussi, c'était encore un système fructose-oxygène. Et ils l'ont aussi démontré avec du Coca-Cola, du jus d'orange. Et l'armée s'intéresse beaucoup à ce système puisqu'on peut trouver du glucose dans l'urine. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des soldats qui sont totalement indépendants et qui peuvent utiliser leur propre urine comme source d'énergie. Ça, ce sont les différentes implantations dans les invertébrés. La première a été réalisée, j'en parlerai après, en 2010 à Grenoble par l'équipe de Serge Cosigné. Et on voit ici donc différents animaux. Donc là, c'est une palourde, par exemple. Donc pareil, il suffit de glucose, d'oxygène, on récupère donc une densité de puissance. Là, c'est un escargot. Je ne suis pas sûr que ce soit très éthique, tout ça, mais pareil, glucose, oxygène, on peut récupérer quelques microwatts. Et donc voici la première exemple d'implantation. Donc c'était dans la cavité abdominale du rat. Donc là, la pile faisait quand même 8 cm3, ce qui est assez important. Donc elle est implantée dans le ventre. Vous avez des fils, connexions qui sortent par la tête, et donc qui étaient reliés à une LED ici, qui s'allumait, de mémoire, c'était une fois par minute. Encore une fois, vous voyez ici qu'il y a besoin d'un circuit électrique, puisqu'on le récupère toujours pareil que 0,5 volts. Donc vous êtes obligé de booster le voltage par un circuit électrique. Bon, ça se fait malheureusement au détriment du courant, mais en 2010, c'était la première exemple d'implantation d'une de ces biopiles dans pas un être humain, du moins dans un animal. Alors, je vais vous présenter un peu maintenant ce qu'on fait à Bordeaux. Au niveau des électrodes, qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir exalter cette surface spécifique? Donc, on utilise principalement des électrodes d'or ou de carbone. Dans ce cas, ce sont des électrodes d'or qui sont ici. On va déposer un template. On va faire un template à base de billes de silice qui sont déposées par une technique qui s'appelle de Langmuir-Blodgett. Et ensuite, on va perfuser ce template avec de l'or. On va pouvoir suivre par potentiométrie donc cette déposition d'or, et chaque période va correspondre au remplissage d'une couche. Donc en fonction donc, de la quantité d'oscillation, on va pouvoir donc contrôler l'épaisseur de couche qu'on va modifier. On peut aussi évidemment jouer sur la taille des billes de silice pour avoir une porosité plus ou moins importante. Une fois que c'est modifié, vous plongez ça dans l'acide fluorhydrique, vous dissolvez donc vos couches et vous obtenez donc une électrode qui est poreuse. Donc vous augmentez de manière significative la surface spécifique tout en maintenant une surface géométrique la plus petite possible. Donc ici c'est un exemple d'électrode poreuse. Là vous voyez ici la porosité, on voit que c'est assez homogène. Donc on a d'autres images ici. Là vous avez le fil d'or, l'or. Là vous avez donc la couche ici, donc le template qui a permis d'augmenter donc la porosité. Donc on peut vérifier par électrochimie la surface qu'on obtient. Voilà, ici ça c'est un zoom justement de cette surface. Et on voit bien ici, par exemple ici, un petit trou qui est la connexion entre chaque couche de billes, ce qui permet évidemment de pouvoir laisser diffuser glucose et oxygène. Donc on peut vérifier par l'électrochimie la taille
de ces objets en regardant ce qu'on appelle le stripping peak de l'or. Donc là, vous avez donc une fibre d'or normale qui fait 0,22 cm² lorsqu'on intègre donc cette charge. Et lorsqu'on a modifié cette même fibre d'or avec donc 15 demi-couches et avec des billes qui font 585 nanomètres de diamètre, on passe à une surface de 1,56 cm². Donc ça nous permet d'augmenter la surface d'un rapport 7 tout en maintenant une surface géométrique qui est très très faible puisqu'on a seulement augmenté donc, de moins d'1 micromètre l'épaisseur de cette fibre qui à la base fait, je crois que c'est 20 micromètres de diamètre. Alors l'idée c'était de savoir si est-ce qu'on pouvait faire une électrode modifiée avec à la fois l'anode et la cathode, une espèce de sandwich où on aurait à la fois les deux électrodes. Donc ça, voici comment nous avons fait pour le faire. On prend ici une fibre d'or, on va de la même manière faire un template à base de billes de silice. On va faire une première déposition d'or, puis de nickel et d'or. Donc le nickel va jouer le rôle de couche sacrificielle. Donc on plonge cette électrode dans une solution de HF et on va enlever la couche de nickel. Il suffit de rajouter des supports qui vont éviter justement que les deux électrodes collapsent l'une sur l'autre et on obtient ce type de système. Il suffit de connecter l'électrode extérieure pour avoir une connexion, l'électrode intérieure étant connectée par le fibre d'or. Et on prend cette électrode que l'on plonge là encore dans une solution d'acide pour enlever les billes résiduelles. Donc voici ce que l'on obtient, donc une électrode qui est coaxiale, qui est composée de deux électrodes différentes. Et on peut moduler à volonté la taille, l'épaisseur, la taille des pores ainsi que l'épaisseur. Donc ça, ce sont des images qu'on peut obtenir. Là, vous avez donc la fibre d'or, vous avez la première couche, la première épaisseur poreuse, un gap, et la deuxième électrode donc, qui est poreuse. Donc ça fait que lorsqu'on peut voir ce type d'électrode, on songe évidemment à une biopile qui contient à la fois l'anode et la cathode avec le même substrat. Et on peut jouer donc évidemment sur la taille, sur le gap, sur la taille des pores et d'autres paramètres. Donc on peut vérifier évidemment qu'on peut adresser de manière sélective chacune des électrodes sans court-circuit. Donc là vous avez donc le voltampérogramme de l'acide sulfurique, donc de la couche interne, de la couche externe. Donc, vous voyez la différence de taille, mais on l'avait fait exprès, puisque la taille de la couche d'électrode externe est plus importante, parce qu'on voulait réellement pouvoir différencier les deux électrodes. Et lorsque vous court-circuitez les deux électrodes, on récupère donc ce signal qui est bien la somme, en fin de compte, des deux électrodes. Donc on peut, ce système, adresser de manière sélective et indépendante chacune des deux électrodes. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser pour une application quelconque? Donc on l'a vérifié pour la réduction de l'oxygène. On se posait la question de savoir si l'oxygène pouvait diffuser à travers la première électrode ou entre le gap pour pouvoir alimenter donc, le système. Donc voilà, ce sont les résultats qu'on a obtenus pour la réduction d'oxygène pour l'électrode qui est à l'intérieur, pour l'électrode extérieure. Et de la même manière, si on court-circuite, on s'aperçoit que la somme du courant est plus ou moins similaire à celle des deux électrodes. Donc clairement, il n'y a pas de problème de diffusion de l'oxygène dans ce type de système. Donc une fois que ce système est fait, on n'a plus qu'à le modifier avec les polymères, les enzymes, pour le rendre sélectif au glucose ou à l'oxygène. Alors, voici l'idée, c'est que à l'extérieur, on va mettre l'enzyme cathodique pour aider l'oxygène, et à l'intérieur, on va mettre l'enzyme anodique pour oxyder le glucose. Alors, comment se fait l'immobilisation? Alors, on utilise des polymères à base d'osmium qui sont polycationiques, et de manière générale, les enzymes sont anioniques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un adduit électrostatique entre le polymère qui est cationique et l'enzyme anionique. C'est un mélange qui est fait, on peut éventuellement rajouter un réticulant, et celui-ci est déposé à la surface de l'électrode. Et on va minimiser les pertes cinétiques dont j'ai parlé tout à l'heure en jouant sur les substituants autour de l'osmium. Et on va ajuster donc, le potentiel redox de ce polymère au potentiel redox de l'enzyme, de telle sorte que que le transfert d'électrons se fasse de manière la plus adéquate possible. On peut aussi jouer sur la charge de ce polymère et ajuster sa charge positive à la charge négative de l'enzyme de telle sorte que l'adduit électrostatique se fasse le mieux possible. Donc une fois que cet hydrogène est fait, la conduction elle se passe tout simplement par une sorte de percolation, c'est-à-dire que vous avez, par exemple dans le cas de l'anode, oxydation du glucose, donc un électron va être transféré vers l'osmium le plus proche, qui est mobile dans l'hydrogène, puisque ce sont des hydrogènes donc, qui gonflent en présence d'eau,
Donc il va pouvoir bouger et donc il va transférer un électron vers l'osmium 3 le plus proche jusqu'à ce qu'il transfère son électron à l'électrode. Et c'est de cette manière que se fait donc le transfert électronique à l'intérieur de ces hydrogels. Et l'avantage de ces hydrogels, c'est comme ils sont hydrosolubles, le glucose et l'oxygène peuvent librement diffuser à l'intérieur. Donc ça, ce sont juste des résultats expérimentaux. Donc ça, c'est une électrode d'or normale, modifiée avec polymère enzyme. Donc dans ce cas-là, on regarde la réduction de l'oxygène. Et on voit bien que lorsqu'on utilise une électrode poreuse, on peut exalter de manière significative le courant tout en maintenant une surface géométrique la plus faible possible, ce qui est parfait pour l'implantation. Donc on travaille toujours sur cette partie optimisation de taille, de pores, pour pouvoir justement optimiser les courants. Et vous voyez que les courants restent quand même dans des ordres de grandeur qui sont de l'ordre du microampère. Une chose que l'on fait à Bordeaux beaucoup, qui est souvent peut-être négligée dans la littérature, c'est que beaucoup de devices sont fabriqués qui marchent très bien dans du tampon phosphate, en posant du glucose, de l'oxygène, dans du buffer, mais il y a peu d'études qui sont faites d'un point de vue médical. C'est-à-dire que si on veut faire les devices, encore faut-il que notre système puisse être un jour implanté. Est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il est cytotoxique? Ou est-ce qu'il va induire des inflammations dans le corps humain? Donc c'est pour ça qu'on a une grosse activité aussi dans notre laboratoire à Bordeaux sur l'étude de l'inflammation. En fait, à mon sens, ça n'a aucun sens de mettre au point tout un tas de systèmes si ils vont induire donc une toxicité pour le corps humain. Donc cette toxicité, elle dépend de nombreux paramètres tels que la géométrie, la taille du système. C'est pour ça que c'est particulièrement important de pouvoir faire nos propres électrodes, parce qu'on sait que la géométrie et la taille des électrodes peuvent induire différents types de réactions inflammatoires. Et ce que l'on fait, c'est qu'on a mis en place des expériences qui suivent, c'est un protocole AFNOR en fait, c'est que tous les devices médicaux suivent ce protocole ISO. C'est la partie 5 qui permet d'évaluer l'implantation donc des devices médicaux. Et on va étudier de manière sélective chacun des composants de notre électrode. L'hydrogel composé d'enzymes et de médiateurs redox, l'électrode, mais aussi donc le système qui est assemblé entièrement. Et pour chacun de ces éléments, il y aura donc différentes étapes d'études toxicité, activation plaquettaire, l'activation du complément et bien sûr des études de cytotoxicité. Juste brièvement, il y a trois grands types de réponses inflammatoires. Bon, ça, je vous l'explique d'un point de vue physico-chimiste. Lorsque vous implantez une device dans le corps humain, donc vous avez la fibrine qui va polymériser pour simplement pour boucher donc le site de l'implantation, donc qui est un signe donc de l'inflammation. Ensuite, vous avez donc l'activation du complément, qui est une série de 35 protéines qui vont aider donc les anticorps humains à éliminer donc les objets qui seront néfastes pour le corps, particulièrement si quelque chose de toxique se désorbe de la surface d'électrode. Et le troisième phénomène qui se passe dans le corps humain, qui est le plus gênant pour nous, c'est le FBR, ce qu'on appelle le Foreign Body Reaction. C'est tout simplement que les macrophages ils vont fusionner en cellules géantes et ils vont encapsuler donc, ce que l'on a introduit dans le corps humain pour pouvoir l'isoler du reste du corps humain. Dans la plupart du cas, dans la plupart des devices médicaux, c'est le problème majeur. C'est la formation de capsules fibrotiques qui vont empêcher, en fin de compte, ce device médical de fonctionner. Donc il va falloir essayer de trouver un moyen pour le limiter, mais on ne peut pas le supprimer puisque c'est un moyen de défense de l'organisme. Donc on a fait donc différents contrôles donc, sur une électrode d'or non poreuse, avec, je vous montre là pour la partie cathodique, juste pour vous montrer un exemple sur la toxicité. Donc ça c'est fait avec différentes cellules humaines, non humaines, de peau, de muscles, etc. Dans le cas de la toxicité, vous avez deux tests. La toxicité directe, dans laquelle on va faire croître donc, de différentes cellules pendant 24 heures. On va faire incuber les différents composants, l'électrode ou le polymère ou l'osmium. Après 24 heures, on enlève donc, le composant et on va analyser donc, l'activité de ces cellules.
Et la cytotoxie indirecte, c'est lorsqu'on va incuber donc, le composant de la biopile pendant 24 heures, et après on va donc rajouter les cellules et voir si elles peuvent se développer. Donc différents tests, le neutral rate qui montre si l'état des cellules est en train de décliner ou pas, et le MTT qui montre si les cellules sont en vie ou pas. Donc ça, je voulais absolument montrer parce qu'on utilise des polymères à base d'osmium, et souvent on nous dit que l'osmium c'est toxique, il ne faut surtout pas l'utiliser. Mais en fait, on voit que ici, le polymère lui-même à base d'osmium n'induit aucune toxicité. Donc là, vous avez le contrôle, qui sont les billes latex qui, elles, entraînent une toxicité très importante pour les organismes. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'aucun des composés assemblés n'entraîne une toxicité, sauf le liant qu'on utilise s'il est utilisé seul. Donc, même expérience avec le système du complément, les plaquettes, etc., qui ont été validées, ce qui nous a permis de passer donc, aux études dans la souris, avec une attention particulière sur cette partie FBR, sur la formation de cette capsule fibrotique. Donc là, vous avez donc les souris. On peut implanter 2 biopiles par souris. Elles font 2 cm et 20 micromètres de diamètre. Donc elles sont insérées par chirurgie. On voit ici les points de suture. Et donc vous envoyez ici par implantation. Alors le protocole, c'est un protocole standard qui dure 12 semaines. Donc après 3 jours, on euthanésie la première souris et on va segmenter donc, l'électrode de la biopile en différentes sections et on va analyser pareil la progression de la fibrose et différents tests immunochimiques pour essayer de comprendre la toxicité, l'inflammation, etc. Et tout ça pendant 12 semaines. Il y a une chose qui est très importante à mentionner, c'est qu'après 12 semaines, enfin, toutes les souris n'ont pas eu besoin d'anti-inflammatoires ou d'antibiotiques, ce qui montre qu'a priori, cette biopile implantée est parfaitement tolérée par le corps humain, par le corps de l'animal. Donc voici ce que l'on obtient après 12 semaines. Là, vous avez l'électrode qui est pliée. Et là, c'est la capsule fibrotique qui s'est développée tout autour de cette électrode. Alors d'un côté, c'est très bien, puisque ça montre que le corps de l'animal fonctionne toujours. Par contre, on comprend facilement que si on a cette capsule tout autour de l'électrode, ça va quand même être très difficile pour le glucose et l'oxygène de diffuser jusqu'à l'électrode. Alors, on le voit très bien ici sur les images thèmes. Là, vous avez l'électrode poreuse, qui est modifiée à des polymères et des enzymes. Là, vous avez le tissu. Donc là, vous avez l'hydrogel, qui contient le polymère et l'enzyme. Là, vous avez le tissu qui s'est développé tout autour de l'électrode. Là, vous avez les cellules ligantes dont je vous ai parlé, qui vont se réunir pour encapsuler donc, l'électrode. Donc, on était très content au final, puisque pour certains implants, la fibrose ne se forme pas, tout simplement parce que l'implant est toxique. Donc là, il n'est pas toxique, la fibrose se forme. Par contre, évidemment, le glucose et l'oxygène ne peuvent plus diffuser librement. Donc ça, c'est ce qu'on voit par exemple après, pour la réduction de l'oxygène, après uniquement 3 jours d'implantation. Ça, c'est le courant que l'on obtient juste avant l'implantation de la souris. On obtient presque 18 microampères. Et seulement après 3 jours d'implantation, on n'a plus que 2,5 microampères de courant. Tout simplement parce que ce tissu vient empêcher l'oxygène de diffuser librement vers l'électrode. Alors comment est-ce qu'on peut s'affranchir de ça? L'idée, c'est de rajouter une membrane biocompatible. Donc ce sont des gels à base de sucre qui sont fluorés, puisque l'oxygène aime bien le fluor, donc ça permet d'exalter cette diffusion de l'oxygène vers l'électrode. Donc là encore, il a fallu faire des tests pour être sûr que ce gel qu'on veut rajouter par-dessus notre biopile n'est pas toxique. Là, vous avez quelques exemples histologiques. Là, vous avez un gel qui est implanté. Là, vous avez la peau de la souris. Là, vous avez un autre gel. Et ça, c'est après 21 jours. Et vous voyez que certains gels, eux, par contre, se dénaturent. Donc, c'est la raison pour laquelle on va utiliser plus ce gel-là qui s'appelle le GNF, mais peu importe sa structure. Il a fallu vérifier que ce gel, évidemment, ne soit pas toxique. Donc là, vous avez le gel qui est implanté. On peut utiliser donc des différents colorants qui vont pouvoir identifier, qui vont pouvoir faire exalter l'inflammation suite à l'implantation du gel. On voit bien qu'après 7 jours, il n'y a aucune inflammation après l'introduction de ce gel. Alors que ça, c'est un contrôle. On va injecter dans la souris un produit
et on sait qu'il induit une inflammation. Donc si on compare à jour 7 entre le gel et le produit qui induit l'inflammation, on voit bien que ce gel qu'on veut rajouter n'entraîne aucune inflammation. Et chose particulièrement importante, c'est qu'on comprend bien que si on rajoute un gel par-dessus cette biopile, on va être sûr que le glucose et l'oxygène puissent diffuser vers donc, cette biopile, mais on va être aussi sûr qu'on ne consomme pas tout l'oxygène et le glucose qui sont près des tissus, puisqu'on pourrait donc entraîner une nécrose des tissus si les tissus qui sont avoisinants de la biopile ne sont plus alimentés ni en glucose ni en oxygène. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit apparaître la formation, une vascularisation. Là, vous avez ici le gel, et autour du gel, on voit apparaître la présence de vaisseaux sanguins, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur du gel, ce qui montre que ce gel va permettre donc de stabiliser les enzymes, mais parce qu'il est vascularisé, va pouvoir permettre donc l'afflux continu de glucose et d'oxygène. Alors si on teste ça de manière électrochimique, ça c'est une électrode en or modifiée avec un gel, donc on a rajouté de la rhodamine pour pouvoir l'identifier en confocal. Donc là vous avez ici donc, une section dont on voit que le gel est à peu près déposé de manière homogène tout autour de la section d'électrode. Et donc ça, c'est la réduction de l'oxygène pour une électrode qui est modifiée à une enzyme sans gel et avec gel. On voit qu'on a juste une petite perte donc, du courant de réduction, mais on le gagne bien sur la stabilité. Ça, c'est la variation du courant en fonction du temps pour une électrode qui a été modifiée donc, sans gel avec un gel. Et on voit bien que la présence de ce gel à la surface de l'électrode permet donc de stabiliser notre biopile. Donc voilà où on en est actuellement sur cette partie biocompatibilité. Et je voulais juste finir quand même sur un point important qui sont les expériences dans le sang humain. Alors, lorsqu'on donne son sang, il y a 0,5% du sang qui est donné qui est destiné à la recherche médicale. Donc il faut déposer, comme évidemment on est en France, beaucoup de dossiers pour pouvoir avoir des agréments, différentes conventions qui nous permettent de récupérer donc, du sang humain, du sang réel, pour pouvoir l'utiliser pour des expériences de recherche. Donc l'objectif, c'est de pouvoir plonger une de nos biopiles dans du sang humain et de voir si réellement on pouvait en faire sortir une puissance ou pas. Donc là, vous voyez ici l'exemple d'une biopile, vous voyez ici l'anode, la cathode. Bon, là, on a d'autres électrodes, ce qui nous permet d'étudier de manière séparée l'anode et la cathode pour connaître, pour faire différentes études cinétiques. Donc on a fait des expériences sur 30 échantillons de sang humain qui sont totalement anonymes et on ne connaît pas la glycémie, évidemment, donc on est obligé de mesurer la glycémie par un capteur à glucose commercial. Et une chose importante, c'est qu'on a utilisé du sang qui n'était pas dilué. Dans la littérature, vous pouvez voir 2-3 exemples de biopiles qui fonctionnent dans du sang humain, mais il a fallu rajouter de l'eau, du tampon, parce que le sang est beaucoup trop visqueux, et en fait la biopile est totalement dénaturée. Il faut ne pas non plus oublier que dans le sang, vous avez certes du glucose, de l'oxygène, mais vous avez aussi de nombreuses autres protéines qui ont tendance à venir se coller sur la paroi des électrodes et qui les rendent inefficaces. Donc forcément, lorsqu'on met de l'eau, on va diluer toutes ces protéines et votre biopile va mieux fonctionner. Et évidemment, si on veut implanter dans le corps humain, on ne va pas diluer le sang. Donc ça, c'est juste l'aspect d'une biopile. Après, donc, une expérience, je crois que c'était pendant 8 heures. Et chose intéressante, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de coagulation tout autour donc, de cette biopile, ce qui montre bien que notre système est parfaitement intégré par les différents composés qui constituent le sang. On peut enregistrer de manière séparée donc, l'oxydation du glucose et la réduction de l'oxygène. Et ce que l'on peut faire, c'est que plutôt que de faire une biopile, si on fait en sorte que la partie cathodique ne soit jamais limitante en termes de courant, on peut à la fois faire un système qui mesure la glycémie, mais qui se fournit lui-même sa propre source d'énergie. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on joue sur la géométrie tout simplement des électrodes. Donc ça, c'est l'évolution de la puissance en fonction de la glycémie du patient. Donc la concentration d'oxygène, c'est la concentration que l'on retrouve dans le sang. Et on voit que donc, la puissance augmente jusqu'à 4 millimolaires de glycémie, puis plus ou moins stagne. Donc si on fait en sorte que la cathode ne soit plus la partie limitante, on voit ici la courbe verte où on va augmenter simplement la surface de l'électrode
on a une puissance qui est directement proportionnelle à la glycémie. Donc, non seulement on a un système qui mesure la glycémie, mais qui s'auto-alimente. Donc on peut à la fois avoir capteur et source de puissance. Alors si on compare avec ce qui se fait dans la littérature, donc ça, il y a seulement 5 exemples qui ont été faits dans le sang. Donc ça, ce sont les en 2010. Donc la glycémie n'était pas fournie. Donc les auteurs ont obtenu quelques microwatts par centimètre carré. En 2010, ces auteurs ont combiné une électrode en platine et une anode enzymatique, donc une espèce de biopile mixte puisqu'il est avec une enzyme. Et en 2012, donc, ces auteurs ont récupéré environ 2,8 microwatts par centimètre carré. Et dans notre cas, dans notre système, donc à la même glycémie, on peut récupérer 80 microwatts par centimètre carré à 0,35 volts. Et à 0,47 volts, on peut récupérer 59 microwatts par centimètre carré. Et pour la glycémie la plus importante que nous ayons obtenue, on a pu récupérer 128 microwatts par centimètre carré. Donc vous voyez, les densités de puissance seront quand même très très faibles pour l'instant, d'où l'intérêt de pouvoir justement jouer sur la surface d'électrode pour mettre encore plus de polymères, beaucoup plus d'enzymes pour pouvoir exalter cette surface. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment évidemment de la taille géométrique. Donc le problème de stabilité. Voilà, donc ça c'est juste la stabilité dans le sang. Donc là, à l'époque, on utilisait simplement des sachets de dialyse pour pouvoir protéger donc, la pile. Bon, maintenant, c'est plus vraiment d'actualité puisqu'on utilise donc ces gels biocompatibles à base de GNF. Mais vous voyez quand même qu'à l'époque, c'est que ça ne pouvait fonctionner de manière continue que pendant 6 heures. Et ce que l'on sait, c'est qu'après 6 heures, dans ce cas-là précis, c'est l'enzyme qui est dénaturée. Donc réellement, la partie limitante des biobilans enzymatiques, pour l'instant, ce sera la partie enzymatique. Et là, juste par curiosité, pour vous montrer que cette année, en 2017, c'est la première biopile qui réellement utilise du sang humain. Donc là, vous avez un cathéter, et la biopile, elle est par là, en fait. Elle est en dehors du corps humain, mais cette biopile a permis d'alimenter donc cette espèce de LED. Et les auteurs ont pu récupérer environ 1,2 volts, pareil en mettant en série et parallèle 2 biopiles, donc une source de puissance nécessaire pour alimenter donc de LED à partir donc du sang humain. Mais encore une fois, système ex vivo, et on est malheureusement, je ne pense pas très très près, ou du moins dans les 5 années à venir, je ne pense pas qu'on soit réellement capable de pouvoir implanter réellement une pile in vivo dans le corps humain. Encore une fois, principalement à cause de ces problèmes de biocompatibilité et cytotoxicité. Les normes sont tellement drastiques que ça prend beaucoup de temps pour avoir ces autorisations. Et je voulais conclure en vous montrant qu'on pouvait faire la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique, mais on peut aussi faire quelque chose qui est plus marrant, c'est la transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc, si vous prenez une fibre de carbone, vous reprenez le condensé de la biopile, oxydation du glucose à une extrémité de la fibre, réduction de l'oxygène à l'autre extrémité de la fibre, et lorsque vous plongez cette fibre dans un milieu aqueux, en présence de glucose, cette fibre va bouger. Vous avez des électrons qui vont aller donc dans le sens du gradient de protons. Alors, bon, je suis désolé, on ne voit pas les films. Donc c'était juste pour montrer qu'en fin de compte, on pouvait convertir cette énergie chimique en énergie mécanique pour faire des espèces de nageurs. Et vous pouvez voir dans la littérature, certains auteurs essaient justement de pouvoir développer des espèces de nageurs qu'on pourrait mettre dans le flot sanguin, qui bougeraient tout seuls de manière autonome, qui iraient dans un endroit précis, vont délivrer une drogue et qui après reviendraient vers l'utilisateur. Donc pour conclure, je veux vraiment insister sur le côté multi-interdisciplinaire de cette activité des biopiles.
qui réellement doit faire intervenir des physico-chimistes, des gens des matériaux, mais aussi beaucoup de médecins, de biologistes, de chirurgiens, pour pouvoir essayer de valoriser ce système. Cela reste des systèmes de faible voltage, c'est quelque chose que j'insiste, 0,5 volts, voire 0,7 volts, avec des faibles puissances de l'ordre du picowatt, mais on peut maintenant atteindre du milliwatt. Et au final, ce n'est pas le plus problématique, la puissance, puisque là, vous avez par exemple un chip qu'on a réussi à alimenter récemment avec une biopile, donc, qui nécessite seulement quelques picowatts de puissance pour fonctionner, mais le problème majeur, c'est le voltage. Parce que même pour faire alimenter ce chip, vous avez besoin d'au moins 0,75 volts pour qu'il marche de façon optimale. Donc on doit travailler encore sur ces polymères enzymes médiateurs pour pouvoir maximiser ce voltage. Et le problème majeur donc, de notre activité, de notre discipline, c'est justement ces stratégies de pouvoir limiter cette capsule fibrotique qui va rendre utilisable n'importe quel système médical en quelques mois. Et éventuellement pouvoir optimiser donc, la durée de vie et stabilité de la pile. Donc ça, j'aimerais conclure en remerciant les différentes personnes qui travaillent sur ce projet. Donc au CRPP, c'était le sujet de thèse de Marine Cadet, nos collaborateurs à l'hôpital de Bordeaux, Pellegrin, et différents biologistes, et un collaborateur à l'école de chimie avec qui on travaille sur le design des électrodes poreuses, qui était aussi le sujet de thèse d'un étudiant qui a soutenu il y a quelques mois. Et je vous remercie pour votre attention.